Signal FM 90.5, quand on www.signalfmhaiti.com. Et n'a pas rappelé que nous avons Mme Martine Bertino. Alors, on lui avait justement posé la question, est-ce qu'elle a identifié l'inconscient collectif haïtien? Alors, madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Depuis 2010 que nous avons commencé la formation, je pense que c'est un des premiers sujets que nous avons abordés, surtout à la fin de la formation initiale, au bout de 6 mois de travail, d'un semestre de travail, parce que dans chaque pays, il y a évidemment un inconscient collectif qui est créé par l'état d'esprit des personnes et qui est démultiplié évidemment par le nombre de personnes se situant dans ce pays. Je pourrais peut-être... allons-y, juste, parce que c'est très complexe, hein, l'inconscient collectif d'un pays. Je ne voudrais pas aborder le sujet sans pouvoir aller jusqu'au bout. Mais on pourrait déjà prendre une partie de cet inconscient collectif qui est la force du peuple haïtien. Parce que là je parle d'une qualité, puisque dans un inconscient collectif, il y a une qualité et une programmation émotionnelle. Si cette qualité a été mal interprétée, ça ne veut pas dire qu'elle doit obligatoirement exister, cette programmation émotionnelle. C'est une interprétation. Donc, le peuple haïtien a une grande force, c'est une qualité, et cette grande force lui apporte un grand désir de dignité, un grand désir de ne pas être écrasé par les autres et de faire sa place, en fait, je dirais, au sein du monde. Mais comme le peuple haïtien, comme tous les autres peuples, a des problèmes émotionnels, et vu aussi les situations qu'il a vécues tout au long de son histoire, qui a renforcé cette difficulté, cette force et cette dignité, mal interprétée, s'est transformée en orgueil. Et cet orgueil se traduit par un besoin de contrôle permanent. Et ce besoin de contrôle permanent au sein de la population, au sein de l'attitude des gens à tous les niveaux, se traduit par une dureté. C'est-à-dire que les gens sont durs avec eux-mêmes, ils sont durs avec leurs enfants, ils sont durs avec les situations parce que, en fait, dans cet inconscient collectif, il y a cette assurance qu'on va toujours devoir combattre. C'est toujours dur notre vie. On ne peut pas s'en sortir. La facilité, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc cette attitude amène une personne à être toujours sur la défensive. En fait, elle est toujours prête à faire le combat. Elle a mis sa cotte de maille et elle va au front. Et elle sait qu'elle a l'ennemi de tous côtés qui va l'attaquer, donc il faut qu'elle fasse attention. Et cette attitude, justement, l'amène à avoir un tel orgueil qu'on ne montre pas sa sensibilité, on ne montre pas sa douceur, on ne montre pas ses sentiments, on ne montre pas ses faiblesses, on ne montre pas sa souffrance. Alors si je pouvais donner justement un conseil, c'est que cette force, cette dignité qui est tellement belle en Haïti, doit justement retrouver ses lettres de noblesse par un travail de chaque Haïtien, parce que ça passe par un individu pour faire une collectivité, de prendre conscience de cet orgueil qui l'enferme, qui l'isole, et qu'il doit accepter qu'il peut s'en sortir sans avoir à combattre. Mais pour ça, il faut qu'il l'accepte. Donc il doit faire confiance en la vie, en lui, et avoir un autre état d'esprit concernant ses forces vives, ses possibilités. C'est juste un aspect. Hein, oui, j'ai l'impression que c'est un sujet que nous devons réserver pour une autre émission. Je pense. Parce que c'est très vaste. Très, très vaste, oui. Et surtout, j'aimerais questionner avec vous la méfiance qui nous habite, la crise de confiance, par exemple, au sein des élites qui plombent notre vie collective. C'est effectivement une des programmations émotionnelles les plus fortes en Haïti, oui. Bon, Madame Rosine Benjamin, vous avez fait l'expérience, vous faites l'expérience avec Madame Libertino, des groupes de travail, etc. Pouvez-vous témoigner, par exemple, des programmes communautaires, des travaux que vous faites avec les femmes violées, les personnes en prison, les enfants des rues, etc. Alors, je dois circonscrire quand même mes interventions à un secteur, au secteur de l'éducation, mais en sachant justement que nous allons monter ensemble avec Martine des programmes justement communautaires. Mais je peux témoigner du travail que j'ai commencé à faire dans les écoles, avec les enseignants, avec les parents et avec les élèves. Et justement, le premier but, c'est d'aider ces 3 catégories de personnes
à mieux se connaître, à identifier leurs qualités et leurs difficultés émotionnelles et à se créer cet état d'esprit positif qui va les aider à être heureux. Parce qu'il y a une des choses, moi, qui m'a le plus frappée, c'est la première fois que j'ai rencontré Martine, quand elle nous a posé la question, c'est quoi notre mission première dans la vie? Bon, alors j'aurais pu répondre beaucoup d'autres choses, hein, mais je ne m'attendais pas à sa réponse. Notre première mission dans la vie est d'être heureux. Et donc, justement, être heureux, ça veut dire avoir des sentiments de paix, de joie, donc d'avoir un état d'esprit positif et attirer des situations et des personnes positives dans notre vie. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs professeurs et nous en sommes quand même à... Je n'ai pas terminé cette première partie de leur formation qui va déboucher sur une formation continue, mais déjà le fait pour ces enseignants de se connaître et d'avoir identifié leur personnalité, parce qu'on développe les 9 personnalités, de connaître leur qualité et commencer justement un processus de déprogrammation. Déjà, nous avons reçu des témoignages de gens qui ont dit qu'ils ont commencé à changer leur vie. Et pour nous, par exemple, quand nous intervenons avec les enseignants, avant de leur montrer comment agir avec les enfants, nous les aidons à se connaître eux-mêmes, à devenir neutres et justement de ne pas transposer leur programmation émotionnelle sur leurs enfants. Donc voilà, et avec cette approche-là, on travaille sur des fondations solides. Il n'est pas question de faire des choses avant de travailler sur l'état d'esprit. Et c'est dans ce sens-là que plus tard, quand nous aurons d'autres programmes que nous n'avons pas encore initiés, de travailler dans les communautés, il s'agira, avant même de faire des projets d'agriculture ou d'élevage, de travailler sur l'état d'esprit et des personnes. Et c'est la seule manière de garantir le succès de ces entreprises-là. Donnez-moi par exemple l'expérience que vous avez faite avec une femme violée. Comment a-t-elle réagi? Bon, nous n'avons pas encore commencé vraiment avec... Ou bien des personnes en prison? Alors, pour l'instant, moi, je peux vous donner l'expérience qui a été faite en RDC, puisque les programmes sont mis en place depuis 4 ans en RDC, alors que j'ai un jeune groupe ici. Nous avons commencé la formation initiale au mois de décembre 2011, donc en 2012, et nous avons commencé les formations continues, je crois, depuis une année et demie. Et nous avons touché surtout le secteur de l'éducation, parce que ce que je demande aussi à mes élèves, c'est de travailler, de faire des programmes, de commencer petit en fait pour faire un travail de qualité. Ça ne sert à rien de mettre des programmes tout azimut. Donc nous avons touché un orphelinat, nous travaillons avec un orphelinat, des écoles, et nous avons créé une école d'éveil à Jacmel. Voilà, ce sont les programmes que nous avons mis en place. Sans compter aussi quand même tout ce que vous mettez en place dans vos pratiques de psychothérapeute, dans les camps de vacances pour les enfants. Il y a quand même énormément. Je veux dire, pour le peu de temps que je suis ici, ce que vous avez mis en place, c'est énorme. Oui, alors... Ouais. Je pourrais ajouter aussi que là, j'ai parlé d'intervention dans des institutions, mais je dois dire que moi, en tant que thérapeute, psychologue, ainsi que tous mes collègues qui ont intégré cette formation avec moi, ces programmes, notre pratique est imprégnée de cette philosophie et que nous utilisons. Alors, si vous voulez quand même que je vous réponde concernant les femmes violées, je peux... Oui, allez-y. Voilà. Ce que nous avons constaté quand je suis arrivée en RDC, puisque j'ai un groupe d'élèves aussi, psychothérapeutes, pasteurs, de différents métiers, nous avons constaté pour les élèves qui travaillaient déjà dans des centres, qui avaient créé déjà des centres pour femmes violées, en fait, le problème, c'est que les femmes qui sont dans ces centres
ont la possibilité de faire un travail, d'apprendre un métier, puisque c'est pas seulement un centre pour femmes violées, c'est un centre de formation aussi. Et là, les personnes avec lesquelles nous avons travaillé sont des personnes qui apprennent la couture, la coupe et la couture. Donc elles apprennent un métier, et lorsqu'elles ont fini leur formation, elles ont un diplôme, elles ont du matériel à disposition, et elles peuvent vraiment aller se mettre à leur compte. Les élèves avec lesquels j'ai commencé à travailler ont constaté que malgré tous ces diplômes et malgré tout ce travail, malgré tout cet acquis, ces jeunes femmes partaient et continuaient en fait à se détruire. Et la base qui était donnée ne servait à rien. Voilà. Alors évidemment, pour moi, c'est tellement normal. Je veux dire, c'est une évidence parce que au fond, si je peux donner une image, c'est comme si nous montions une maison sans avoir fait les fondations. Ça n'enlève pas le mérite, évidemment, du travail qui a été fait. Et lorsque je suis arrivée, nous avons parlé de tout cela et je leur ai expliqué qu'au fond, ces jeunes femmes étaient tout à fait dans la juste logique de leur subconscient, parce qu'elles n'avaient pas réglé leurs problèmes émotionnels. Elles étaient toujours la proie de leur traumatisme, des séquelles de leur passé, de leur enfance et du viol qu'elles avaient subi, de l'agression sexuelle. Et que notre travail avant tout, pour faire fructifier en fait cette formation de coupe et couture, il fallait changer leur état d'esprit. Donc, j'ai créé un programme pour ces jeunes femmes violées. Et ce programme se base sur déjà leur donner la capacité de pouvoir parler de l'agression sexuelle qu'elles ont subie. Déjà, première chose, donc on doit faire un énorme travail sur la communication, sur la honte, sur la culpabilité. Elles doivent retrouver leur dignité, se rendre compte qu'elles ne sont pas salies dans leur âme, elles ont été salies dans leur corps mais pas dans leur âme. Et il y a tout ce travail que nous faisons aussi sur les valeurs fondamentales, hein, que je répète, l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal et la détermination. Et en fait, tout ce travail de base sur leur état d'esprit, qui leur a donné de l'espoir dans la vie, parce qu'elles se sont rendues compte que malgré ce que leur corps a subi, elles sont belles, elles sont intelligentes, et que l'amour, le respect qu'elles ont appris à se porter, leur a permis de décider de vivre, en fait, et de faire dans leur vie, de faire de leur vie, justement, quelque chose de beau. Et après avoir commencé cette formation, en fait, toutes ces jeunes femmes, en sortant de l'école, se sont complètement transformées. Et pour certaines, se sont mises ensemble, sont mises à leur compte. Elles ont ouvert un atelier. Et aujourd'hui, elles gagnent leur vie, elles réussissent leur vie. Elles vont travailler à heure fixe. Elles sont rigoureuses. Elles ont décidé de construire leur vie. Et on a travaillé avec des milliers de gens déjà en RDC. Et chaque personne qui travaille avec nous dans tous les secteurs, qui auparavant étaient destructeurs, attiraient des situations négatives, etc., toutes, justement, parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont maîtres de leur vie, toutes décident de s'en sortir et elles arrivent à s'en sortir. Et vous avez eu des expériences aussi réussies avec des enfants des rues, par exemple? Mais bien sûr. Alors là, je peux vous citer. On vit une histoire, et d'ailleurs, je suis impatiente de travailler ici avec les orphelinats, avec les enfants des rues. Enfin, on travaille déjà avec un orphelinat, et le peu déjà que nous avons mis en place, c'est déjà le succès que... Comment mettons en place justement ces communautés? Alors là, par exemple, si vous voulez un exemple très concret, concernant les enfants des rues, lorsque je suis arrivée à Kinshasa, je suis allée dans un centre pour enfants des rues dont s'occupait une de mes élèves qui est psychothérapeute. Les enfants étaient sales, dépenaillés, tout le centre était mal entretenu. Enfin, c'était vraiment un centre pour enfants de la rue. Voilà. Et nous avons commencé, non pas par dire aux enfants de se laver, non pas par apporter de l'argent pour réhabiliter le centre, non, ça n'a pas du tout été ma première action. Ma première action, ça a été de visiter le centre, de dire, mais regardez, voilà, c'est sale. Pourquoi c'est sale? Parce que vous manquez de dignité, parce que les enfants n'ont pas compris ce qu'était la rigueur, n'ont pas appris à s'aimer. Donc, tout de suite, on a mis au point un programme pour les enfants. Et mon élève, psychothérapeute, a pris ce programme en main et elle est allée enseigner aux enfants chaque semaine ce qu'était l'amour de soi, ce qu'était la propreté, ce qu'était la dignité, ce qu'était la beauté. Donc en fait, on n'a pas dit aux enfants « vous êtes sales », on leur a dit
qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que l'amour de soi? Si vous nettoyez le lieu dans lequel vous êtes, ben ça veut dire que vous l'aimez. Si vous l'aimez, c'est parce que vous vous aimez vous-même. Donc c'est à travers tout cet enseignement de l'amour de soi, de qu'est-ce que la rigueur, toutes ces valeurs fondamentales qui ont été enseignées à ces enfants, qui ont fait que dès le premier cours, ils ont été enthousiastes. Et à partir de ce moment-là, alors que tous les matins, il fallait se battre pour qu'ils se lavent, pour qu'ils se coiffent, ils ont commencé à prendre leur vie en main, à prendre soin d'eux, à être propres, à s'occuper des enfants plus petits qu'eux. Enfin voilà. Et petit à petit, aujourd'hui, après 2 ans de travail, ce n'est pas un centre pour enfants de la rue. C'est une maison. C'est une maison avec une grande famille. Parce qu'à partir du moment où les enfants ont commencé à recevoir cet enseignement, tous les éducateurs ont dit « mais nous aussi on veut le même ». Parce que les éducateurs se sont rendus compte que, de par leurs séquelles aussi d'enfance, de par la dureté de leur vie, eux-mêmes, tout l'amour qu'on expliquait aux enfants, toute cette dignité, eux-mêmes ne l'avaient pas pour eux-mêmes. Donc, ils étaient impatients avec les enfants, ils étaient durs, ils ne comprenaient pas pourquoi un enfant pleurait. On a mis en place un programme pour les éducateurs. Et aujourd'hui, les éducateurs disent, mais aujourd'hui, quand un enfant pleure, on le prend, on le berce, on comprend ce qu'il a, et on ne laisse plus pleurer un enfant. Et on a une solution pour tous les problèmes, parce que on a compris ce qu'était pour un enfant les séquelles du rejet et de l'abandon. On a compris ce qu'est chez un enfant le problème de communication, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il va bouder dans son coin. Et donc petit à petit, les éducateurs ont aussi toutes les réponses, la direction a toutes les réponses. Et chaque fois que je retourne à Kinshasa, c'est extraordinaire parce qu'on voit vraiment de l'amour dans cette famille, entre ces gens, et le travail continue. Alors ça, c'est justement la base dont je parle, c'est que lorsque les gens ont un tel bonheur, parce qu'on peut parler de bonheur aujourd'hui, ont un tel bonheur, ils sont prêts à tout construire après, ils sont prêts à réhabiliter un lieu correctement, ils sont prêts... Alors à un moment donné aussi, parce que quand je suis arrivée, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas assez à manger, je leur ai dit, mais vous avez des tas de lieux où vous pouvez faire de l'agriculture, vous pouvez vous prendre en main, vous êtes passif. Vous devez prendre votre situation en main. N'attendez pas que le gouvernement vous donne de l'argent. N'attendez pas qu'une ONG internationale vous donne de l'argent. On va pouvoir faire tout ça ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des véritables propositions pour construire, pour créer, pour agrandir les terrains. Et aujourd'hui, justement, c'est chez eux d'ailleurs que nous avons construit ce fameux poulailler où les poules sont heureuses, en particulier. Et aujourd'hui, mais c'est quasiment une petite entreprise. Nous avons acheté une machine à savon. Les mamans ont fait un cours pour faire du savon. Ils viennent de louer un lieu qui fera office d'atelier et de lieu de vente pour vendre les savons, pour vendre les œufs, etc. Et petit à petit, c'est une famille qui est en train de naître et d'évoluer, doublée d'une entreprise. Voilà. Vous avez fait des expériences aussi avec les gens en prison? On a mis en place un programme, oui, pas avec les adultes, mais avec les jeunes, oui. Oui. Mais vous savez, à partir du moment où vous expliquez à la personne pourquoi elle souffre, comment elle fonctionne, parce que le problème de l'être humain, c'est quoi? C'est de ne pas comprendre les attitudes qu'il a. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a une attitude. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis méchant? Pourquoi je passe mon temps à me sacrifier? Alors évidemment que la personne va regretter de se sacrifier, elle va être en colère, mais elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et elle a l'impression, au fond, qu'elle vit des injustices perpétuelles et qu'elle est manipulée par, ça peut être par Dieu, peu importe, par son gouvernement, par son voisin de palier, mais elle n'a pas conscience de tout ce qu'elle peut changer. Et le miracle, en fait, c'est quoi? Le miracle, c'est que chaque personne qui peut mettre un mot à chaque attitude, la sienne comme celle de ses interlocuteurs, et que découvrant cette attitude, elle peut comprendre le pourquoi et elle peut avoir la solution pour la supprimer. En fait, ça donne le pouvoir aux gens. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a plus besoin des autres, on n'a pas besoin du soutien de celui qui est au-dessus de nous. On prend conscience qu'on se suffit à soi-même. Et c'est à ce moment-là évidemment, qu'on fait preuve de dignité, parce que découvrir que je me suffis à moi-même, que je suis intelligent, que j'ai des ressources, que je peux construire, que je peux me nourrir, et que je peux nourrir mes enfants, déjà, je veux dire, c'est une victoire pour l'être humain. Au tout début de la première émission, vous avez parlé des ondes de forme. Rappelez-nous ce que c'est. Alors, les ondes de forme sont les énergies qui naissent
d'une forme quelconque. C'est ce qu'on appelle les ondes, donc les énergies naissant d'une forme. Ce qui veut dire que chaque fois que... Bon, déjà, lorsque nous sommes sur une planète, la planète, déjà, c'est une onde de forme. Et tout ce que l'homme construit au niveau concret, par exemple, un architecte va construire des maisons. À partir du moment où il construit des maisons, il va créer des ondes de forme par les formes qu'il va utiliser et par les matériaux qu'il va utiliser. Alors, on peut faire référence aussi aux cathédrales, par exemple, des lieux sacrés qui ont été construits selon un rituel, avec l'utilisation de couleurs particulières, l'utilisation à partir de positionnement aussi. Tout à fait, avec les courants telluriques, les courants cosmiques, etc. Et là, nous créons encore une fois des ondes positives ou des ondes négatives. Et cette connaissance devrait être donnée aussi à l'homme parce que ce n'est pas anodin. Dans ce sens que si une personne construit un immeuble et qu'il n'a pas connaissance de la portée des matériaux qu'il utilise et des formes qu'il construit, il peut rendre 50 personnes malades parce que justement, soit cet immeuble a été construit dans un lieu qui n'était pas positif, parce qu'il y a des lieux, par exemple, où on ne doit pas construire des maisons, que ce soit près d'un aéroport, que ce soit près d'un passage de train, etc. Les architectes devraient avoir cette connaissance. On ne doit pas construire non plus une maison au-dessus de nappe d'eau souterraine. Alors si en plus cet architecte utilise des matériaux avec des vibrations basses telles que le métal, par exemple, il va renforcer la négativité du lieu et ce sont des lieux qui peuvent devenir nocifs pour la santé de l'homme. Donc c'est ce que j'appelle... Alors les ondes de forme, c'est évidemment tout ce qu'on crée par ces constructions, par les formes. Ouais. Et par l'exemple peut-être encore plus simple, quand on vous dit que quand vous placez votre lit dans votre chambre, vous devez tenir compte par exemple des points cardinaux. Normalement, nous devons mettre la tête au nord pour dormir mieux. Et nous ne devrions jamais mettre notre lit au-dessus de croisements telluriques. C'est-à-dire que l'être humain ne doit jamais dormir avec sa tête, poser sa tête ou son cœur. Enfin, ses organes vitaux ne devraient pas être au-dessus de croisements telluriques. Ça veut dire que, en fait, nous n'avons pas une bonne nuit, parce que nous sommes perturbés par ces énergies qui vont attaquer de nouveau notre système nerveux, qui vont attaquer nos organes et à la longue, sur les années, qui vont attaquer notre santé. Donc en d'autres termes, résumons le tout, à ce moment-là, il faut dormir avec la tête au nord. C'est beaucoup mieux, oui. C'est beaucoup mieux, mais jamais à l'ouest. L'idéal, c'est la tête au nord. Ouais, voilà. Mais cela dit, si nous dormons avec la tête au nord et que nous sommes négatifs toute la journée, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir allier toutes les bonnes choses ensemble. Alors, il y a des gens qui disent qu'il existe. Est-ce que je pourrais poser une question à Martine? Mais il faut aller vite parce qu'il nous reste 2 minutes. Hein. Pourquoi la tête au nord, Martine? Pourquoi au nord? Alors là, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. L'homme c'est une question justement d'énergie des points cardinaux. Et ça s'est toujours confirmé que si on dort la tête au nord, on dort dans de meilleures conditions. C'est ça. Alors, on aurait pu avoir beaucoup d'autres questions. C'est pourquoi nous allons prendre rendez-vous avec vous pour approfondir la question de l'inconscient collectif, la question du troisième œil. Est-ce que ça existe et comment est-ce que ça se développe? Et un tas d'autres questions. Et nous ne promettons pas que le rendez-vous sera à une date très, très proche, mais ça se fera quand même. Alors, nous vous remercions beaucoup, au nom de l'Association professionnelle des écoles privées, pour cette très bonne émission Former, éduquer, vivre. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.